Bienvenue sur le podcast À la santé du cancer. un podcast sans tabou au sujet du cancer, avec, comme vous avez peut-être pu l'entendre, 3 personnalités, 3 points de vue. Il y a tout d'abord Héloïse. Bonjour à tous, moi je suis l'ex-soignante Héloïse. J'ai longtemps accompagné des patients atteints de cancer et je suis désormais reconvertie dans le coaching et plus précisément le coaching spécialisé pour les soignants. Puis Betty. Bonjour à tous, donc moi je suis socio-esthéticienne et massothérapeute. Donc j'accompagne les personnes atteintes dans leur intégrité physique, psychique et ou sociale. Et donc je les aide à leur redonner une meilleure estime d'eux-mêmes. Et il y a moi, Swazik. Ancienne patiente, j'ai eu un lymphome de Hodgkin à 26 ans. Et aujourd'hui, je suis reconvertie en tant que coach spécialisée auprès des femmes en rémission d'un cancer. Les présentations sont faites, on vous souhaite un excellent épisode. Avec le classique. Bonjour les filles. Hello. Hello. Je le change pas, j'ai décidé que je le changerai plus, c'est fini. Alors, c'est un épisode particulier. Parce que, attention, pour une fois, on ne se regarde pas en face d'un écran. On se touche. Oh yeah. En tout bien tout honneur, évidemment. Bien sûr, voilà. Mais oui, parce qu'on est dans la même pièce. Et grâce à mon coloc Laurent, qui nous prête son matériel, on a un podcast. Alors en direct, sans être en direct, puisque c'est un enregistrement. Mais voilà. On Non, est mais tous en ensemble. direct avec Héloïse qui Ouais. nous fait le plaisir de nous rendre visite à Montréal. Oui, On est tous sur le même continent. oui. Et je peux vous dire qu'elles sont encore plus géniales en vrai. Ah, c'est l'amour fou là depuis qu'on s'est revus. On ne se sépare plus. On passe notre vie ensemble. C'est ça. D'ailleurs, tu ne pars pas, tu restes ici. Oui, bon, je vais retourner en France quand même, les filles. D'accord. Et donc là, l'épisode qu'on va enregistrer, qu'on débute, on le fait nous en janvier, mais il sera diffusé au mois de mars, juste avant Pâques, parce que le sujet étant les réunions de famille et le cancer. Nous, on sort tout juste de la période de Noël, donc ça peut nous inspirer éventuellement. Et puis, si vous nous écoutez au moment où ça sort, ça peut vous donner des tips, éventuellement pour Pâques. Exactement. Comment passer cette période des fêtes ou des réunions de famille et voir un peu comment ça se passe, quoi. Parce qu'avec le cancer, c'est pas toujours simple. Non, c'est ça. Justement, je crois que c'était toi qui l'avais proposé, Louis, cette C'est fort thématique-là. probable. Voilà. Et je m'étais dit, c'est vrai qu'on en entend pas mal parler des réunions de famille. Plus ça va, plus on en entend parler, en tout cas. Et je me suis dit que c'est vrai, quand il y a le cancer en plus dans l'équation, ça rajoute quelque chose, quoi. Là, c'est un nouvel invité, finalement, à la table. Ah il est présent. Il est très présent. Est-ce que tu veux peut-être, toi, débuter, nous raconter un peu si tu as vécu justement cette période de fête pendant le cancer, comment c'était, Alors moi, j'aurais pas forcément beaucoup d'histoires à raconter dans le sens où moi, les fêtes chez moi, c'est pas forcément quelque chose de... Enfin voilà, c'est pas un moment où je revois toute ma famille ou quoi. J'ai pas le fameux truc avec l'oncle relou et la tata saoule, parce que nous, c'est toujours en petit comité. Par contre, c'est ça, j'ai pensé à ça quand on a pensé au thème, c'est que j'ai eu un Noël en conflit avec ma maman. Heureusement, ça va beaucoup mieux depuis. Maman, si jamais tu écoutes cet épisode un jour, je t'embrasse. À cause du cancer ou Ça a mis en exergue certaines choses. Activer son contrôle et sa protection, mettons. Plus. Et donc, du coup, c'est parti en cacahuète, clairement, à Noël. Donc ça, c'était un de mes Noëls avec le cancer. Et le deuxième était à l'hôpital. Voilà, c'était charmant également. Ouais, donc à l'hôpital, j'ai eu la chance quand même, en fait... Donc moi j'étais à Rennes et à chaque année il y a une asso qui organise une récolte de cadeaux et qui tire un peu au sort, je crois, les services où ça va être distribué. Et donc j'ai eu la chance que ce soit en hématologie adulte. Donc j'ai eu le petit sac de cadeaux, ça fait toujours plaisir. En vrai, j'en garde quand même un bon souvenir, même si j'étais au fond de mon lit. Je sortais de mon autogreffe et donc j'étais censée aller mieux, puisque ma moelle osseuse était revenue, j'étais plus en chambre stérile, quoi. Mais j'étais au fond de mon lit parce qu'on se disait peut-être que j'avais quand même chopé un microbe d'un visiteur à un moment où... Non. Il s'est avéré que c'était des effets secondaires tardifs de la chimio. Et donc, du coup, j'étais au fond de mon lit et les infirmières trop cute
sont venues donc avec des petits bonnets de Père Noël et avec le sac cadeau, et donc elles distribuaient ça dans le service. Et donc moi, elles sont rentrées en mode un peu sur la pointe des pieds, et puis avec un petit sourire en mode « Hey, mais on te soutient, on peut rien faire de plus, mais on est là !» Et donc, du coup, elles, tu vois, je pense que dans d'autres chambres, elles sont sûrement venues en mode un peu plus fiesta. Mais du coup, c'était quand même cute, là. C'était vraiment sympa. Et après ça, je suis sortie donc le 30, et donc j'ai pu faire le nouvel an chez des amis. Et ça, c'est un autre truc des fêtes de famille et cancer. C'est le régime alimentaire qu'on peut avoir. Ah oui. Voilà, qui est, pour ceux qui ne savent pas, qui est une sorte de régime alimentaire comme les femmes enceintes en fait. Mais ça m'a fait penser à un autre, j'étais invitée chez une amie de ma mère avec plein de monde et tout. Et justement, j'avais ce régime-là et elle ne le savait pas nécessairement. Donc, l'entrée, j'ai rien pu manger. Et mine de rien, ça, je me dis, ça rajoute un petit truc aussi, tu sais, où tu te sens un peu mal. Ouais, non, moi, je peux pas manger ça, je peux pas manger ça. Du coup, t'as pas envie que les choses tournent autour de toi. Et en même temps, il n'y a pas vraiment le choix parce que tu peux pas manger tout ce que tu veux. Donc, s'il y a un truc auquel je pense là par rapport aux fêtes de famille et au cancer, c'est effectivement ce truc-là de pas vouloir que tout tourne autour du crabe et qu'en même temps, il n'y ait pas vraiment le choix. Donc, et ça passe notamment par l'alimentation, en fait. On n'y pense pas forcément, mais... Ouais. Complètement. Et toi, Betty, à l'association Virage, du coup, est-ce que tu as déjà des patientes ou des gens qui t'ont peut-être raconté des choses, ou est-ce que toi, pendant les fêtes, tu fais des petites choses supplémentaires ? Non, j'ai pas vraiment d'expérience à raconter par rapport aux repas, aux réunions de famille. Tout ce que je peux dire, c'est que je ressens une ambiance particulière. Là, je parle surtout des fêtes de Noël, où tu sens que c'est plus spécial, c'est peut-être tu les sens un peu plus vulnérables, un peu plus fragiles. On a beaucoup plus de rendez-vous aussi au niveau prothèse capillaire, maquillage. Je pense que c'est important, surtout à ce moment-là, d'avoir une bonne image. Donc certainement pour les repas de fête qui s'en viennent. Mais j'ai pas à proprement parler d'expérience, d'histoire sur les réunions de famille. Et toi, c'est une période qui est plus dure pour toi au moment où tu travailles par rapport peut-être au ressenti des patientes ? Ouais, c'est marrant que tu poses cette question parce que j'en parlais il y a pas longtemps. Moi, je trouve ça plus dur. Ouais. T'es dans la même atmosphère, j'ai l'impression. Je pense que t'es plus vulnérable aussi, quoi. T'apprends des décès ou des mauvaises nouvelles des patientes. L'ambiance fait que c'est toujours difficile, c'est toujours dur. Mais là, ça rajoute, je trouve, une vulnérabilité. Je sais pas si toi aussi tu le ressens, Swazik. Ouais, mais ça, je trouve que la période de Noël, un peu pour n'importe qui, mais effectivement, en plus, quand tu traverses une période compliquée, ça réveille beaucoup d'émotions, quoi. Ça vient mettre de l'ampleur sur ces émotions-là, quoi. Ça peut être dans un sens positif pour certaines émotions, mais effectivement, tu vas vite être plus à fleur de peau, plus sensible, etc. Parce qu'en fait, on entend tellement parler de se retrouver en famille, dans la joie, etc. Et toi, tu l'es pas forcément. Effectivement, tous ceux qui ont vécu un décès, le premier Noël sans cette personne-là, on sait à quel point ça peut être hyper... ça marque encore plus cette absence, quoi. Donc, je veux bien croire que les personnes, elles soient plus sensibles dans ce temps-là. Mais ce que j'aime, par contre, c'est qu'on offre beaucoup de cadeaux. Puis ça, je le ressens, ça leur fait du bien. Comme toi, quand t'as reçu ton petit sac, ça réchauffe le cœur, quoi. C'est pas grand-chose, mais... Et donc, à cette période-là, on a vraiment beaucoup de dons. Et donc, on a toujours des petites choses à leur donner. Et ça, j'aime bien voir ça et participer à ça. Ouais. C'est chouette. Hein. Je trouve que ça répond pas nécessairement au côté commercial en mode il faut offrir des cadeaux à Noël. Non. Là, c'est plus justement pour compenser un peu, pour apporter du... C'est du matériel, mais c'est une petite participation de... c'est un moment pas facile, mais j'ai envie de te réchauffer le cœur, quoi. Ouais, c'est vraiment ça, cette intention-là, quoi. Ouais, mais c'est chou, hein. Nous, c'est vrai qu'en tant que soignants, les périodes des fêtes, c'est toujours une période très compliquée. Les gens le savent pas forcément, mais qui dit fête, pour nous, dit sous-effectif. Et oui. Donc en fait, nous, en période des fêtes, on tourne avec moins de personnel. Alors normalement, les services sont censés être moins remplis aussi. Et donc du coup, quand je travaillais en oncologie, quand les patients restaient pour les fêtes, clairement, on va pas se mentir, c'est que ça sentait pas bon du tout. On était vraiment sur des patients qui allaient mal. Donc c'était forcément, en plus du fait d'être en sous-effectif, dans le service où je travaillais en oncologie, c'était en plus forcément des patients compliqués. Quand je dis compliqués, c'est pas eux forcément, mais c'était la pathologie qui était compliquée, parce qu'ils n'étaient pas en état de rentrer. Donc du coup, c'est vrai qu'en tant que soignant, c'était une position assez particulière,
Moi, pour l'aspect personnel, je préférais avoir les fêtes de Noël parce que j'avais un grand-père assez âgé et bon, il a vécu jusqu'à 100 ans, mais chaque année, je me disais c'est peut-être la dernière, donc du coup, c'était important pour moi de le passer avec lui. Pareil, on n'était pas forcément dans des gros trucs, plus des petits moments en famille, mais en tout cas de le passer avec lui. Par contre, moi, j'adorais travailler le Nouvel An. Le Nouvel An, ça m'a toujours gonflé de faire la fête. Ça coûte toujours n'importe... Enfin, les gens se sentent obligés d'être heureux pour le Nouvel An, moi ça m'agace. Donc j'adorais prendre soin de mes petits patients au Nouvel An. Et du coup, j'arrivais toujours avec plein de cadeaux, des chocolats. Je faisais plein de trucs maison. Alors oui, on n'a pas trop le droit, mais en vrai, on s'en foutait. Hein. Noël, tout était permis. C'est ça. Et, C'est aussi la période où tout est champagne et tout. Alors qu'on est censé pas amener d'alcool, mais j'en avais rien à faire. C'était validé après par nos cadres, hein, quand même, faut pas croire. Alors après, évidemment, j'allais pas le faire sur des patients qui étaient en autogreffe, faut pas abuser non plus. Bien Hein. sûr. Mais sur des patients où voilà, je savais que c'était ok, on se le permettait. Ou les anniversaires aussi. Et c'est vrai que c'est toujours des périodes compliquées parce qu'en fait, la famille sait pas ce qu'elle doit faire. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti en tant que soignante. La famille sait pas si elle doit être là, pas être là. Le patient, il est à la fois en train de vivre la pire situation du monde, mais des fois, au contraire, ça lui fait du bien d'être hospitalisé et de ne pas subir la pression de la fête en disant au moins je suis hospitalisé, j'ai pas le choix. Donc c'est toujours des moments très particuliers et je vais vous raconter quelques petites anecdotes parce que c'est là où c'est le plus parlant. J'ai eu l'anecdote en fait d'une patiente qui d'habitude c'est elle qui gérait Noël tout le temps, elle faisait tout et là elle était hospitalisée, elle était dans un très sale état et en fait elle était ravie de rester hospitalisée parce qu'elle disait là au moins j'ai pas de pression, j'ai ce temps pour moi et je suis obligée de rien. Et elle avait même refusé que sa famille vienne la voir, elle voulait que la famille vienne que le lendemain. Et elle voulait passer son petit Noël tranquillou et tout, et en fait elle avait passé la soirée avec nous. Et on avait refait le monde parce que même si des patients restent, c'était quand même plus calme, même si on est en sous-effectif. Et du coup, ça avait été un beau moment partagé parce qu'il faut pas croire, nous les soignants, du coup les fêtes c'est aussi quelque chose qu'on souvent on travaille en fait. Donc pour nous aussi, des fois c'est compliqué parce que c'est des moments qu'on ne partage pas avec nos amis, notre famille. Et en fait de créer ce petit cocon avec les patients, moi j'ai toujours trouvé ces moments assez sublimes et c'est vraiment ce que j'appelle des bulles d'humanité dans le drame que ces patients vivent et nous dans la difficulté de notre travail. Et paradoxalement, c'est souvent pendant ces moments de fête que j'ai senti le plus de connexion avec mes patients. Pour les anniversaires, parce que nous on a les dates d'anniversaire sur les étiquettes des patients, on a nom, prénom, date d'anniversaire, on a tout. Et donc du coup, dans mon service en tout cas, on avait toujours à cœur de faire une surprise pour ces patients, quoi qu'il arrive. Même si c'était un patient relou des fois qui nous gonflait, on lui faisait toujours sa petite surprise. On leur disait pas, ils le savaient pas, mais on arrivait le matin, on leur mettait un petit gâteau avec une bougie. Et ça, c'était vraiment un truc qu'on avait dans cette équipe et que j'adorais. Et les patients, des fois, c'était beaucoup d'émotions, alors que c'était rien, c'était un petit gâteau du CHU qui était dégueulasse et sec, mais l'attention était là. Et on leur faisait un petit soin, on leur faisait... on pouvait mettre du vernis aux filles, on pouvait faire un massage un peu plus long, rester un peu plus loin. Et ça, c'était vraiment des très très beaux moments. Après... L'autre versant, c'est les décès. J'ai eu le décès le jour de l'anniversaire. En fait, la personne était mariée et elle est décédée le jour de l'anniversaire de son mari. Donc je vous laisse imaginer la situation et la scène. Dans la période de Noël, du coup ? Non, c'était en plein mois de mars. Okay. On n'avait qu'une seule peur, c'est qu'elle décède ce jour-là. On savait que ça puait du cul. Et en fait, son mari avait dit la pire chose qu'elle pourrait me faire, c'est partir le jour de mon anniversaire. Ça n'a pas loupé, elle est partie le jour de son anniversaire. Donc là, il faut appeler le conjoint qui travaillait, donc du coup il venait tout le temps la voir après le boulot, mais là c'était bonjour, excusez-nous, et là il a compris de suite. Donc ça c'est très compliqué en tant que soignant, je vais pas vous mentir, c'est des moments qu'on n'aime pas trop. Donc je vous laisse imaginer le conjoint, la situation et comment lui expliquer, c'était pas simple. Et après les décès, oui, pendant les fêtes de famille, tout ça, donc on appelle le 25, excusez-nous, elle vient de partir. Donc en fait, à la longue, ce qu'on avait demandé aux familles, quand on voyait que c'était une période de fête, on demandait est-ce que vous voulez qu'on vous appelle dès que ça arrive ou est-ce que vous voulez qu'on attende le lendemain matin ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on peut faire. Ah ouais, je savais pas que vous aviez le droit, parce qu'il y a un certain temps quand même pour que la personne... Il y a un temps, mais après en fait, nous on peut le garder un certain temps dans le service. Et en fait, c'est ce qu'on appelle les directives anticipées. Donc j'y reviens, c'est quelque chose dont je vous ai beaucoup parlé et que je vais rabâcher encore une fois. Quand vous êtes hospitalisé, les directives anticipées, c'est la base. Pourquoi ? C'est un papier que vous signez et où vous expliquez ce que vous voulez. Est-ce que vous voulez que les soins continuent, ne continuent pas ? Est-ce que vous voulez de la réanimation, pas de la réanimation ? Dire ce que vous voulez à votre famille, dire ce que vous voulez aux soignants, comme ça on le respecte. Et moi, c'est arrivé qu'il y ait eu des décès le 25 au soir, mais en accord avec le patient et la famille,
il voulait être prévenu que le lendemain matin, ok, pas de souci. Alors, si le décès était à 20h, là par contre on était obligé de prévenir, c'était en accord. Si par contre le décès était après minuit, on attendait le matin 8h pour prévenir. Des choses comme ça en fait. Mais ça c'est plus par rapport parce que c'est en pleine nuit ou c'est vraiment au fait? Je comprends pas trop le Non. lien. Alors en fait c'est quelque chose où on fait d'autant plus attention dans les fêtes. Après quand c'est dans les jours normaux, normalement on est censé prévenir de suite, mais si la famille nous dit non, on attend le matin, on respecte. Mais il y a juste ce délai de minuit en fait, c'est-à-dire que si le patient décède à 20h, on va pas attendre le lendemain 8h pour prévenir la famille. C'est juste ça. Par contre, si le patient décède à 2h du matin, oui, on peut attendre le lendemain 8h si c'est un souhait de la famille et du patient. En fait, on respecte toujours la volonté du patient et de la famille. Oui, c'est ça, c'est quelque chose qui peut se faire en tout temps, mais en période de fête, vous On est posiez d'autant plus plus vigilant. ouais. On est d'autant plus vigilant parce qu'on peut entendre que les personnes aient aussi besoin de lâcher à ce moment-là et pas envie à minuit une de savoir que... Et ça peut s'entendre sans aucun jugement, on est vraiment dans... Tout se fait en accord entre les patients et la famille. C'est vraiment, on s'adapte aux besoins de chacun. Mais c'est vrai que voilà, les fêtes, c'est un peu particulier. Après, je vais vous redonner la parole, mais tu disais tout à l'heure, le côté, elles sont arrivées avec leur petit chapeau et tout. C'est vrai qu'en tant que soignant, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup. D'essayer de mettre un peu de gaieté, que ce soit à Pâques, on va mettre des œufs. À Noël, on va mettre les sapins. Pour les anniversaires, je vous ai dit, on va avoir des petites attentions. Enfin, c'est important parce que pendant un temps, l'hospitalisation devient le lieu de vie de la personne. Et ça, je vous en ai aussi parlé. Moi, dans mon service, il y a aussi des mariages. On a fait aussi des très belles choses, des très belles célébrations. Et ça, c'est des moments magnifiques et c'est des moments suspendus. En tout cas, en ce qui concerne les fêtes, ce que je peux vous raconter dans le service. Et après, plus tard, je vous raconterai un peu ce que les patients m'ont raconté pendant les fêtes. Parce que des fois, le retour n'est pas toujours simple. Et finalement, l'hospitalisation peut parfois, pas tout le temps, être un cocon protecteur. Moi, ça, je peux le comprendre. Comme tu dis tout à l'heure, ça enlève cette pression de devoir être bien, pas mal ce jour-là. Là, au moins, t'as comme pas le choix. Et comme disait la patiente là tout à l'heure, t'es obligé de rien faire. Et ça, des fois, ça peut ne pas être évident quand t'es chez toi, surtout pendant les fêtes, si tu veux recevoir. Là, au moins, t'as pas le choix d'écouter ton corps et d'être au repos, quoi. Ça, je l'entends, ouais. Autant ça peut être très dur parfois, justement, ça d'apprendre à Oui. écouter son corps et à ralentir et à pas faire les choses nécessairement que t'aimerais ou que tu te sens obligé de faire. Mais ouais, en même temps, je peux comprendre que c'est une excellente excuse. Mais j'avoue, quand tu le dis, moi, quand j'y pense du coup au Noël que j'ai passé à l'hôpital, je l'ai pas tant mal vécu du fait de ma situation familiale à ce moment-là, qui n'était pas forcément beaucoup mieux que le Noël d'avant. Quelque part, tu vois, ça me donnait une très bonne excuse pour pas faire semblant ou pour pas, tu vois, me forcer à quoi que ce soit. Ou au contraire, à dire non et me sentir trop mal. Chose que j'étais pas forcément prête à l'époque à faire. Donc, ouais, clairement. Et est-ce que quand t'es dans ces moments-là, où là, t'étais en plein effet secondaire, t'étais pas bien, est-ce que tu penses vraiment que c'est Noël ou ça passe vraiment comme en arrière-plan? Ah ouais, c'est clairement pas la priorité de ta vie, là, on s'entend, c'est clair. Après, non, mais est-ce que ça rajoute un mal-être? Enfin, je me pose la question là, pendant qu'on discute. Après, personnellement, pas tant, parce que, encore une fois, Noël n'étant pas quelque chose qui me tenait particulièrement à cœur, pas tant. Et en même temps, t'as tellement des injonctions à Noël. T'as tellement des injonctions de justement d'être bien, de vivre le meilleur moment de ta vie, des cadeaux, des organisations, des machins, de la bouffe et tout. T'en entends parler depuis 3 mois en plus. T'as quand même un peu ce côté-là, que j'aurais peut-être moins aujourd'hui, parce que justement j'essaye autant que possible de me détacher de ce genre d'injonction. Mais à l'époque, il y avait quand même un petit truc comme ça. Puis, je recevais des messages en fait. Et oui. Je recevais des messages de Joyeux Noël, puis j'avoue que j'en ai un que j'ai en tête, d'une amie, et puis aucun jugement ou reproche là-dessus. J'ai reçu un message en mode Joyeux Noël, j'espère que t'es en famille, que ça se passe bien, que tu passes un bon moment. J'étais à l'hôpital, quoi, au fond de mon lit. Donc, c'est un peu en décalage, quoi. Bon, alors, elle, là, elle savait pas, mais est-ce que... Elle était censée savoir, pour le coup. Mais c'est pas grave. Enfin, tu vois, et puis, je pense qu'on en avait un peu discuté toutes les deux, mais justement,
C'est une erreur que j'aurais pu faire aussi parce que, encore une fois, injonction, donc de toute façon, c'est difficile aussi parfois à imaginer des gens qui sont pas bien ce jour-là en fait. Enfin, aujourd'hui on en parle de plus en plus, mais à l'époque on n'en parlait pas en fait des gens qui étaient seuls, qui vivaient pas Noël comme tous les autres avec la famille, et tu vois. Donc je trouve ça pas si étonnant d'envoyer un message parce que de toute façon c'est ça que tu fais quoi à cette époque-là. Et en tant que patiente, toi, est-ce que ça t'a fait du bien de recevoir ces messages de Joyeux Noël, de Bonne Année, ou t'aurais préféré ne rien recevoir? Alors celui-là en particulier, non. Outre celui-ci, mais juste des Joyeux Noël, des Bonnes Années. Des pensées en tout cas. Les pensées, ça toujours, quelle que soit la période, ça fait toujours du bien. Parce qu'on se pose toujours la question, c'est délicat, cancer ou pas, mais si la personne vit une situation compliquée, difficile, est-ce qu'au contraire ça va lui faire du bien qu'on lui souhaite un Joyeux Noël? Ou vaut mieux s'abstenir? Enfin, je sais pas, c'est là où je pense que la communication, c'est la clé, parce que c'est très personne dépendante, en fait. De ce que j'ai pu voir des patients et patientes, c'était vraiment... Il y en avait, ils en avaient besoin. Il y en avait d'autres, ça les énervait. Et c'est là où on revient, je pense, sur la base de communiquer vos besoins. Oser le dire, en fait... Juste, vos messages, oui, mais pas de joyeux, pas de ceci. Ou à l'inverse, non, faites comme d'habitude, je veux que tout reste normal. C'est très personne dépendante. Mais ça, je suis d'accord, mais même moi, en tant qu'intervenante, tu vois, là, je me suis posé la question, on revient en janvier, bonjour, madame, bonne année, ou non, vaut mieux rien dire. Enfin, c'est toujours compliqué, je trouve ça délicat, en fait. J'entends complètement, et en fait, dès le début, puisque moi, j'ai démarré infirmière en décembre. J'ai démarré mon travail en décembre, donc j'avais Noël qui arrivait un mois après. Et du coup, j'avais posé la question à mes collègues. Moi, j'ai débuté infirmière, j'avais 21 ans, j'étais un petit bébé, quoi. Et il y a une collègue qui m'a dit, moi, je leur dis toujours, je vous souhaite ce dont vous avez besoin. Et je trouvais ça génial, en fait. Et du coup, je l'ai toujours gardé. Donc, quand les patients me disaient Joyeux Noël, je leur répondais, je vous souhaite aussi ce dont vous avez besoin. Quand les patients me disaient bonne année et tout, et qu'ils étaient en forme, je disais bonne année. Et si c'était des patients qui n'étaient pas forcément en forme, j'étais là, je suis là, je vous accompagne et je vous souhaite ce dont vous avez besoin. Et je trouve que c'est une espèce de réponse intermédiaire qui est pleine de respect, pleine d'empathie, et qui me préservait dans ma position de soignante de vous avez besoin, je suis là. C'est délicat, je trouve. Bien sûr que c'est délicat. Et il n'y a pas de bonne réponse à apporter. Le mieux, je pense que c'est faire en adéquation avec toi et comment tu le sens. Il y a des patients avec qui tu le sens, donc t'y vas. Il y a des patients avec qui tu le sens pas, t'y vas pas. Non, mais bien sûr. Mais des fois, tu veux bien faire, puis en fait, c'est hyper maladroit. Et je trouve que toutes ces injonctions de fête, ça en fait partie, où t'es là, Non, mais tellement. Donc, c'est intéressant d'avoir vos... Ah, mais t'as complètement raison. Après, je pense que c'est le cas justement pour les fêtes, mais un peu pour n'importe quand dans l'année. Tu sais, justement, pour en avoir discuté avec des copines de qu'est-ce qu'on a le droit de dire, qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas dire. Il n'y a malheureusement pas de bonne réponse à ça, parce que effectivement, ça va dépendre des gens. Et ça va dépendre de ton mood à toi aussi à ce moment-là. Quoi. Complètement. Mais il y a des phrases qui peuvent paraître extrêmement maladroites. Alors bon, on va pas se cacher, il y en a quand même qu'il faut éviter en mode « Ah oui, je connais un tel, il est mort de ça. » Non, voilà, on va éviter. Bon, éviter le négatif peut-être, c'est ça qu'on peut dire en général. Mais par contre, c'est ça, il y a des phrases qui vont pas être appréciées par certains et d'autres qui vont s'en foutre complètement. Ou voire même qui vont, effectivement, si c'est le cas du Joyeux Noël ou Bonne Année par exemple, il y en a qui vont l'apprécier. Mais par contre, moi je pense que à partir du moment où tu te poses la question... et que tu vois, t'agis en fonction de comment réagit la personne, du coup, après, à ce moment-là, c'est de la maladresse, puis c'est pas grave. Là, ça peut arriver, tu vois. Ton intention, elle est louable. Ouais, c'est ça. Je pense, désolée, mais Après, moi, j'ai eu des retours de patientes, peut-être que tu pourras nous en parler, toi, Swazik, ou toi, peut-être aussi des patientes que tu as eu, Betty. Quelque chose dont on n'a pas trop parlé, tu parlais un peu des régimes, mais moi, j'ai eu des patients et patientes sous chimio qui vomissaient, rien qu'à l'odeur de la nourriture. Rien qu'à la vue de toute cette bouffe. Tu vois, moi j'ai un patient, il disait c'était mon anniversaire, j'ai vomi sur mon gâteau quand même. Bon, du coup, on en a rigolé parce qu'après c'était un patient plein d'humour. Il dit bon, du coup, le gâteau, on n'en a pas mangé, hein. La saveur était pas incroyable. Mais parce qu'en fait, il était sous chimio et que il n'en pouvait plus, quoi. Enfin, c'était trop. Alors que sa fille avait passé 2 heures à lui faire un espèce de cupcake, un cupcake, je sais plus comment on appelle ça, les birthday cake, un truc incroyable. Bon, il a vomi dessus. On en rigole parce que le patient en a rigolé, mais il y a ça aussi, c'est vrai que c'est des choses dont on parle pas. Les effets secondaires liés au traitement, l'asthénie, donc la fatigue extrême, c'est-à-dire que
tenir un repas avec tout le monde qui parle à côté, déjà que pour des gens qui ont rien, ça peut nous fatiguer. Imaginez quelqu'un qui est sous chimio, qui est sous radiothérapie, c'est ultra épuisant. Les douleurs, selon les métastases où elles sont, selon les traitements que vous avez, la position assise peut être un enfer. Le bruit, la nourriture, les vomissements, tout ça, on n'en parle pas, mais ça fait partie du package du cancer. Et puis après, les moments un peu gênants, moi j'ai une patiente qui m'a raconté, et c'était affreux pour elle, c'est-à-dire que sa famille très proche le savait, mais les gens un peu éloignés ne le savaient pas, c'était un choix. Voilà. Et c'était une patiente qui portait une perruque, tout ça. Et en fait, sans faire exprès, un petit lui a tiré les cheveux. Oups. La perruque est partie. Et en fait, le petit a eu une peur affreuse, mais une peur. Et en fait, le petit était tétanisé, mais vraiment tétanisé. Et donc, du coup, ils ont essayé de tourner ça à la rigolade, sauf que le petit a été traumatisé. Le truc qui reste drôle quand même, c'est qu'après, elle en a eu beaucoup d'humour. Elle dit, le truc, c'est qu'après, il est devenu un peu raciste des chauves. C'est-à-dire que le gamin devenait tétanisé dès qu'il y avait des chauves. Enfin bref, passons, c'est l'instant un peu drôle. Mais elle dit, ça a été un drame pour elle, parce qu'en fait, des gens qui n'étaient pas censés le savoir l'ont su, d'une façon assez improbable. Ouais, c'est ça, c'est la manière dont ils le savent, quoi. C'est que tu décides ça, donc pas ça le a été moment, un choc ça pour arrive tout le monde. En plus, c'était vraiment quelqu'un qui passait des heures à se maquiller pour pas que ça se voit, parce que elle avait plus de sourcils, plus machin, mais elle passait des heures, elle mettait des faux sourcils. Enfin, Puis là, t'es mise à nu, quoi. Ah ouais, c'est Devant exactement tout le monde, ça. c'est... Ouais, au sens propre comme Ah au bah figuré, là, c'est exactement ça. Et ça a été très traumatisant. Donc c'est pour ça qu'aussi, j'en profite de parler de cette situation, c'est que si vous faites un choix de ne pas en parler, parce que toutes les décisions se respectent, en tout cas, ce que cette patiente a dit, elle a dit, je regrette pas de ne pas en avoir parlé, je regrette juste, en fait, d'avoir favorisé une mise en exposition. J'aurais peut-être dû faire un comité plus restreint. Je suis pas là pour juger, vraiment, je vous partage juste des anecdotes pour qu'après, vous fassiez vos propres avis. Mais c'est vrai qu'il y a ça aussi qui est compliqué, parce que on y revient, hein, l'image de soi, toutes ces choses-là, et c'est pas simple. C'est pas simple, et en plus, derrière, c'est l'entourage. Ouais, puis que dire, parce que même si elle avait fait un comité plus restreint, les autres, peut-être qu'elle s'est sentie obligée de devoir faire quelque chose avec eux, parce qu'après, il faut se justifier de pourquoi tu vas pas... Enfin, des fois, tu sais, les réunions de famille, les repas, enfin, si tu vas pas chez l'autre, mais que tu vas chez lui, pourquoi tu vas chez lui, puis pas chez nous, enfin, c'est un compliqué. enfer. On y revient du coup, d'où le fait que finalement, quand tu es hospitalisé à ce moment-là, tu sais, ça pour le coup, je trouve que le cancer t'amène à penser à tes priorités, d'une part, et à ton entourage aussi. Enfin, c'est pas rare de mettre fin à des relations après avoir eu un cancer, parce que justement, tu te dis, j'ai survécu, c'est pas pour être obligée, ou en tout cas me sentir obligée de tenir des relations que je supporte pas, qui me font du mal. Mais je trouve que ça questionne, tu vois, à partir du moment où tu te dis, finalement, c'est pas plus mal d'être hospitalisée, ça me donne une bonne excuse, hésite pas plus tard, quand tu auras plus l'énergie, etc., de repenser un peu à tes priorités, de voir, enfin, tu vois, de se dire, est-ce que je suis vraiment obligée de dire oui ? Est-ce que je suis vraiment obligée, comme ta patiente, de tout organiser ? Est-ce que je peux pas déléguer certaines choses et en mettre moins sur mes épaules ? Si être hospitalisée, c'est mieux, quoi. Enfin, c'est ça pose surtout question, qu'en quoi. plus, au-delà, là, on parle beaucoup de la patiente ou du patient, mais on peut aussi parler des aidants, justement, et de l'entourage. Parce que des fois, ça peut être aussi très compliqué pour l'entourage, ce cancer, où justement, à l'inverse, on va se prendre la tête de où il peut manger, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a le droit, comment se comporter. En fait, toutes ces questions dont on a parlé avant, c'est des questions que finalement beaucoup d'aidants se posent. Et à l'inverse, j'ai une autre anecdote d'un conjoint qui voulait faire une surprise à sa femme. Et il était là, il dit, mais elle était en soins palliatifs, elle allait mourir. Hein. Enfin, il n'y avait pas de... Voilà. Et il était là, je sais pas, en fait, il était venu nous voir, nous soignants, nous demander conseil, en disant, je fais quoi ? Je fais quoi ? Parce que est-ce que ça vaut le coup ? Elle rêvait vraiment d'avoir une bague, il dessinait très bien, créée par lui. Donc il l'avait faite, parce que c'est un cancer qui a été très rapide, ça a été 6 mois chez cette personne. Donc il avait déjà débuté le truc et tout, elle était en train de se faire et tout. Et il était là, j'hésite parce que je sais que ça va être en même temps un moment sublime pour elle, mais je sais aussi la douleur que ça va être pour elle de ne pas pouvoir la garder ou quoi. Et donc en fait il anticipait beaucoup et moi je lui ai dit écoutez, c'est quoi son rêve ? C'était ça ? Oui. Est-ce que ça vous a fait plaisir de créer cette bague pour elle ? Et oui, ok,
Je dis, de toute façon, arrêtons de penser pour elle et faites. Et finalement, la surprise, ça a été qu'elle était bouleversée, évidemment, et que du coup, elle a dit, le jour où je pars, tu la gardes, et si un jour tu as eu un enfant ou une fille ou quelque chose, parce qu'ils étaient jeunes, c'était un très jeune couple, 30 ans, que tu referas ta vie, tu le donneras à la deuxième femme de ta vie. C'est pas magnifique, s'il te plaît? Enfin, c'est incroyable, tu vois. Donc, en fait, en vous prenant aussi cet exemple de l'entourage, ce que je peux amener comme, je sais pas si c'est vraiment un conseil, mais en tout cas, au travers de mon expérience, c'est n'hésitez pas évidemment à vous référer aux soignants, n'hésitez pas à vous référer à vos amis, n'hésitez pas aussi à vous référer à la personne qui est atteinte de cancer, de ses besoins. Et n'anticipez pas les besoins de la personne atteinte de cancer. Ne pensez pas pour elle, parce que des fois, à vouloir trop bien faire, c'est là où on fait toutes les conneries du monde. Donc, écoutez un peu vos feelings, écoutez un peu comment vous le sentez, soyez à l'écoute des besoins de la personne. Et ce petit mix-là vous permettra de faire au mieux. Parce que la personne atteinte de cancer, elle aussi, elle peut être maladroite, elle aussi, des fois, elle peut envoyer chier, elle aussi, des fois, elle peut être exécrable, même si ça s'entend, mais c'est pas non plus une raison. Et vous aussi, et ça arrive, et la maladresse, c'est ok, c'est normal, en fait. Le contexte est tellement particulier que vous pouvez pas être parfait, quoi. Ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, en fait, c'est vraiment la communication, quoi. Je pense, après, forcément, moi, en tant que coach, c'est mon credo, mais vous en pensez quoi de tout ça? Moi, c'est un petit peu délicat parce que je suis ni en tant que patiente, ni en tant que proche aidante, donc je me permettrai pas de dire quoi que ce soit parce que je l'ai pas vécu. Mais moi, de manière générale, oui, la communication, c'est quand même un très bon outil, je trouve. Donc, ça peut pas être un mauvais conseil, voilà, la communication, a priori. Mais effectivement, ce côté d'anticiper, c'est un bon point, je trouve. De se rendre compte quand on anticipe pour l'autre, déjà, ça arrête là, parce que tu peux tout imaginer rendu là. Enfin, quand tu veux anticiper pour l'autre, c'est impossible. Donc, à partir du moment où tu es aligné avec toi, ce que tu veux faire, déjà, après, justement, tout peut s'expliquer, quoi. Oui, puis on n'est vraiment pas pareil les uns les autres. Donc, ce que toi, tu vas penser qui est bon pour toi, ça se trouve, pour l'autre, c'est pas du tout son besoin. Donc, anticiper, oui, effectivement, c'est pas forcément quelque chose de pertinent. Et tu disais tout à l'heure, je reviens un peu sur l'histoire avec ta maman, truc un peu trop protecteur, tout ça. Tu veux nous en dire 2 mots, justement, sur peut-être ce côté de suranticiper ou pas du tout? Après, c'était de toute façon dans sa personnalité, elle était comme ça. C'est juste que ça a été vraiment mis en exergue avec la maladie. Et que ça a pris vraiment une ampleur énorme. Ça peut se comprendre aussi de son point de vue. Oui, après, moi, on a parlé plus d'une fois, je lui ai expliqué mon point de vue aussi. Et justement, moi, ce que je lui disais, c'est pas ton inquiétude que je te reproche. Enfin, ça, pour le coup, je veux bien croire que tu sois inquiète en tant que maman, que ta fille ait un cancer. Je ne peux qu'imaginer ce que ça peut représenter, et puis c'est terrible. Après, c'est plus la manière de gérer cette inquiétude-là. Quelle a été la clé? La communication. Eh oui, en vrai, alors, la communication est clairement un travail sur moi-même. Parce que c'est pas simple aussi de s'adresser à un parent en lui disant il y a quelque chose qui ne va pas. Allons-en, je ne vais pas bien avec ça. Et justement, ça va avec le oser dire non et mettre ses limites. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend en se connaissant soi. Donc là, on passe sur... même si je suis pour la communication, mais mon credo à moi, c'est d'apprendre à se connaître. Et donc du coup, si tu apprends à te connaître, tu apprends à justement mettre ces limites-là. Et puis là aussi, le cancer, pour moi, ça met en exergue tout ça. Et de ne pas avoir envie d'être obligé à quoi que ce soit après ça, quoi. Ouais. Mais je suis d'accord, oui, apprendre à te connaître et à poser ses limites. Mais je pense que ça doit être encore plus difficile de les poser à ses parents. Non. J'imagine la difficulté. Ouais. Ça, pour le coup, si ça peut aider les personnes qui nous écoutent, mais moi, ce que j'ai appris dans cette relation-là, c'est qu'en fait, je faisais les choses pour moi et pas contre elle. Ce qu'elle pouvait avoir l'impression à une époque. Et ouais, ça m'a popé à un moment, j'ai fait, mais en fait, je fais pas les choses contre toi, je fais les choses pour moi. Et c'est assez subtil. Ouais, mais c'est très différent. Mais c'est très différent, exactement. Donc voilà, si ça peut être une phrase qui aide les gens, c'est de faire les choses pour soi et pas contre les autres.
Et puis, je vais rebondir sur ça, justement. On va en profiter pour faire un petit exo de coaching, au passage. C'est que, finalement, quand vous faites les choses pour vous et que les gens le prennent contre eux, c'est derrière qu'est-ce que eux, ça leur renvoie. Et n'oubliez pas qu'au travers de votre maladie, le cancer, puisqu'ici, c'est quand même un podcast sur le cancer, vous imaginez pas ce que vous renvoyez aux gens constamment, en fait, dans leurs propres peurs, leurs propres angoisses, leurs propres incertitudes. Ça peut être la peur de la mort, ça peut être la peur d'un corps décharné, ça peut être la peur de la souffrance, ça peut être tout ça. Et donc au final, c'est hyper important là ce que vient de dire Swazik, c'est quand vous faites les choses pour vous, forcément ça va générer sur certaines personnes des choses parfois très négatives et des réactions auxquelles vous vous attendiez pas. Mais l'idée, c'est d'apprendre à vous dire, et je vous le dis vraiment avec toute mon honnêteté et ma sincérité, que ça ne vous appartient pas en fait. C'est que eux, ça leur envoie quelque chose. C'est à eux en fait de gérer, et si votre cancer à vous renvoie trop de choses à ces personnes, c'est à eux de faire un travail sur eux. Vous avez assez à faire avec le vôtre. Je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Après, je peux entendre et comprendre aussi que ça peut être difficile quand c'est des personnes à qui tu tiens énormément, que ça peut être vraiment difficile aussi. Il y a un deuil aussi là-dedans à faire. Donc, mais je te rejoins tout à fait avec tout ce que tu as dit. Mais moi, ça m'a pris des années. Il s'est passé entre ce fameux Noël très compliqué et le moment où ça s'est débloqué, il s'est passé 3 ans et demi. Attends, mes calculs sont-ils bons ? Ça, je sais Bref. pas. Ouais, non, c'est ça, 3 ans et demi. Moi, je voulais juste dire que j'ai eu un peu les larmes aux yeux, un peu les frissons quand tu racontais pour les soignants. Parce que je crois que ça me remonte beaucoup de choses, ce fameux mois de décembre hospitalisé. Parce que, en plus des fêtes, comme on disait, en plus qui remue beaucoup d'émotions et que, mine de rien, c'est pas n'importe quelle période dans l'année, c'est aussi une période où il y a plein de virus. Et donc, du coup, les gens n'étaient pas forcément disponibles pour venir me voir. Et donc, moi, la présence des soignants et des soignantes m'a... Je te dis, quand j'en parle, j'en ai des frissons. Ça a été vraiment tellement important, mais dans tout mon parcours, évidemment, mais au mois de décembre particulièrement, quoi. Ça a été... souvent, on vit des moments très particuliers. Moi, les plus beaux moments que j'ai vécu en hospitalisation, ça a été ces fameux Nouvel An que j'adorais. Alors, personne ne me comprenait dans ma famille. Et moi, j'étais là, mais laissez-moi avec mes patients. Vraiment. Alors des fois j'étais déçue parce qu'à minuit, peu cher, ils étaient tellement pas bien qu'ils dormaient tous, parce que moi à minuit j'étais parquée avec mon champagne. Bon, ils dormaient tous. Ah oui, non, faut faire un Nouvel An adapté là par contre. Donc après j'ai compris, je me servais le champagne à 20h. Mais c'était aussi des moments justement comme là, on vient d'avoir un grand éclat de rire, il y avait aussi ces moments-là très beaux. Même au sein des soignants, c'est vraiment un moment où on se serre les coudes. Et oui, moi aussi j'en ai des frissons, ça reste des très beaux moments où, comme je vous parlais des mariages, des anniversaires, de rendre vraiment un peu d'humanité et des petits moments suspendus comme ça pendant l'hospice, c'est ce qui fait que je suis aussi restée si longtemps infirmière aussi. C'est vraiment nos accompagnants du quotidien. Dans cette période-là, on les voit plus que nos proches. Ils nous voient au mieux comme au pire. Je sais que justement, il y avait une infirmière à un moment qui m'avait dit... je pense que c'était un peu après quand j'étais revenue... Peut-être quand justement, je crois que j'étais revenue faire un coucou ou quoi. Où elle m'avait dit que ça pouvait être dur pour eux pour vous du coup justement de voir les patients se dégrader comme ça et être pas bien. Et du coup moi de mon point de vue je les ai vus venir avec leur petit sac, leur petit bonnet et repartir et tout, mais je sais aussi que de leur point de vue justement, et tu vas pouvoir me dire, mais de leur point de vue ça leur faisait quelque chose, non seulement déjà parce que eux n'étaient pas non plus dans leur famille, mais parce que du coup on partageait, ça c'est assez particulier quoi, on partage vraiment cette période de, on rentre pas dans les cases, on est là un peu malgré nous les uns les autres, et en même temps justement on est là ensemble quoi, et chacun avec ses problématiques quelque part, mais on est là ensemble quoi, et ça je trouve ça, je trouve ça très touchant. Moi, je voulais rebondir par rapport au virus, donc je casse le truc. Mais ça m'a fait penser au Covid aussi, et je pense que finalement, ça a eu du positif aussi, le Covid. Ils ont dû restreindre aussi le nombre dans les réunions familiales au moment des fêtes. Et moi, j'ai beaucoup de patientes dues au Covid et qu'elles étaient, ou ils étaient immunosupprimés, faisaient ça en petit comité. Et ça, peut-être que ça peut être positif aussi
dans le sens où t'as pas à te justifier d'aller dans des grandes réunions et que là c'est plus en petit comité restreint. Voilà, c'était juste. Non, mais c'est une très bonne analyse parce que justement cette vigilance qu'on a eue au travers du Covid, en fait elle est finalement la même pour le cancer. Et non, je trouve que ce que tu amènes c'est très pertinent parce que à un moment donné, c'est pas non plus à la personne atteinte de cancer de tout prévenir, quoi. C'est aussi aux gens un peu de s'instruire, entre guillemets, quand ils sont aidants ou quand ils sont accompagnés, soit au travers de lectures, soit au travers de nous, les soignants, au travers de personnes accompagnantes, pour aussi enlever cette charge mentale. Je pense que la personne atteinte de cancer en a suffisamment. Ouais, puis je pense que ça lui enlève une pression, finalement. On disait, finalement, ça peut être bien, entre guillemets, d'être hospitalisé, mais ou alors... grâce au Covid, d'être en petit comité, tranquille. Ouais, mais gardons ce truc, si ça nous a fait du bien à ce moment-là, justement, enfin... Tant pis, quoi, tant pis pour ceux à qui ça plaira pas, mais si ça t'a fait du bien à ce moment-là d'être en petit comité, ben repense-y au Noël d'après, est-ce que t'as envie d'être en petit comité ou en grand comité et puis ça peut être une chose une année et autre chose l'année d'après, quoi. Absolument. Mais je trouve ça hyper bien, justement, de... Quand ça t'a été imposé et que tu te rends compte qu'en fait c'est peut-être pas plus mal, ben peut-être garde ce truc-là pour te reposer la question la prochaine fois sans avoir besoin d'une telle excuse. Quoi, de tout simplement se laisser le choix. Ouais. Si vous êtes quelqu'un qui aimait les grandes fêtes, les machins et que on croise les doigts, le cancer va de mieux en mieux, retournez-y, éclatez-vous. Si à l'inverse vous êtes quelqu'un pour qui c'était quelque chose de forcé et qui finalement a bien apprécié ces périodes en petit comité, autorisez-le vous. Ça passe. C'était pas mal. Ouais, mais maintenant que je traîne qu'avec des Québécois, je commence à avoir des accents bizarres. Avez-vous entendu son accent d'ailleurs? Elle l'a déjà chopé. Avec les tse. Et puis moi je voulais quand même faire, parce qu'on va pas tarder à conclure effectivement, je voulais faire un petit clin d'œil parce que justement dans cette, finalement on a beaucoup parlé de Noël, mais bon, dans cette période de Noël, moi je pense que je vous avais dit que j'avais embarqué des trucs à construire pendant mon temps d'hospitalisation et notamment de l'origami. Et donc j'avais embarqué de quoi faire un gros nuage. À l'époque je faisais des gros nuages en papier avec des petites étoiles qui tombaient. Et j'avais offert ça aux infirmières, c'était ma manière à moi, on parle de langage de l'amour depuis quelques jours, c'était mon langage de l'amour pour moi de les remercier. Et finalement, ça m'est revenu quelque part, ils m'ont remercié d'une certaine manière parce que je sais plus qui exactement dans l'administration s'occupe de ça, mais en tout cas, un jour elle s'est pointée dans ma chambre en se présentant et en me disant « Bonjour, je peux vous parler ?» J'étais comme « Oui ». Vous êtes vraiment pas celle que d'habitude je vois, parce que vraiment vous n'avez rien à voir avec les soignants-soignantes, mais oui, allez-y. Et en fait, elle m'avait expliqué qu'elle allait faire une petite carte de vœux avec tous les sapins des différents services de l'hôpital où j'étais. Et elle disait, mais pour ces services-là, j'ai envie de prendre une photo de votre nuage en fait à la place du sapin. Donc du coup, il y avait tous les sapins, il y avait mon nuage au milieu. Et j'avais été hyper touchée en vrai. Ça avait été... voilà, c'était un peu ma fierté du moment de après on va pas se mentir, en tant que soignant, tout ce que vous nous apportez ça nous touche. Alors évidemment on a des kilos de chocolat à cette période, je confirme, mais ça nous va parce que pourquoi il faut savoir que les soignants sont des morphales, hein. C'est un truc incroyable, ça part à une vitesse, c'est incroyable, donc donnez-nous des chocolats. Mais que justement c'est aussi ces petits moments là qui nous font du bien. C'est que en fait ces périodes de fête, que ce soit anniversaire, que ce soit Noël, que ce soit Nouvel An, que ce soit Pâques ou autre, je sais pas pourquoi, mais c'est vraiment l'impression que j'ai toujours eu en tant que soignante, enfin ex-soignante maintenant. C'est une excuse où les gens s'autorisent plus de connexion. Et des fois, des personnes, moi je me souviendrai d'un mec, franchement, il était limite antipathique, quoi. Enfin, il était très particulier, ce monsieur. C'était un patient, mais il était rustre, on lui faisait les soins, il n'y avait pas de souci. Moi, je me foutais souvent de sa gueule, mais en bienveillance, évidemment. Mais il était dur, quoi. Et en fait... Oui, c'était la période de Pâques et en fait, il avait demandé à sa femme d'aller nous chercher chez le meilleur chocolatier, machin et tout. Et il nous avait fait un œuf personnalisé à chacune. Incroyable. Et là, je suis allée le voir, je lui ai dit, dis donc, pour un rustre, finalement. Il dit, oui. Bon, c'était un Lozérien, donc il avait un gros accent aussi. Il était là, oui, moi, je sais pas comment me faire, alors merci. Ces moments de fête, ça a toujours été là où, paradoxalement, j'ai eu mes plus belles anecdotes et où il y a vraiment eu des trucs de connexion, quelles que soient les fêtes. C'est aussi là où j'ai vécu le pire, je vais pas vous mentir. Et oui, je suis déjà partie de l'hôpital un 24, un 25 ou un 31 ou 1er janvier ou en pleurs, bien sûr. Les émotions sont décuplées dans le bon comme dans le mauvais.
Bah, c'est ça en fait. C'est clairement dans les deux sens. Mais justement, je trouve que encore une fois, je reviens à ce truc de on est là-dedans ensemble et je trouve que cette histoire de nuages, ça matérialisait un peu ce truc-là, quoi. D'ailleurs, on en vient, s'il te plaît. Je note. Pas très pratique, va falloir que tu reviennes ici, tu te débrouilleras pour le mettre dans ta valise. Été 2025, je reviens. Est-ce qu'on conclut tranquillement cet épisode ? Un épisode encore où il y en a au moins une de nous qui avait dit « Je suis pas sûre d'avoir beaucoup de choses à dire », puis finalement... J'ai rien dit, moi. Non, c'était moi. Et finalement, ça fait 1 heure qu'on parle, quoi. Exactement. Est-ce que vous vouliez... vous aviez quelque chose à dire pour conclure ? Ben moi, c'était un Pour épisode résumer. qui me tenait à cœur. Vraiment, et j'espère qu'on vous aura apporté des petites clés, des petites nuances, et vous le savez, s'il y a besoin de quoi que ce soit, vous nous contactez au travers du podcast ou de nos Instagram, et avoir vos anecdotes, vos ressentis, Ouais. sera toujours un plaisir. Ouais, carrément, avoir des histoires de famille et cancer, ça nous intéresse. Ça peut toujours être intéressant. Ben, j'ai rien de plus à rajouter. Nous vous souhaitons tout ce dont vous avez besoin. C'est ça que tu disais ? Exactement. Voilà. Trop mignon. Bah, et puis moi, je pense vraiment ça peut être intéressant de revenir plus tard, quand l'énergie est là, de revenir justement sur ces ressentis-là, en fait, de qu'est-ce que ça m'a fait d'être hospitalisée pendant cette période-là, de pas pouvoir manger ce que je pouvais manger, de pas pouvoir tenir aussi. Moi, ça m'est arrivé aussi d'être obligée de faire une sieste alors qu'on avait des amis allemands qui étaient là pour quelques jours et je l'avais trop mal vécu. Voilà, d'apprendre un peu à lâcher prise aussi sur tout ça. Et que... C'est dur, hein. Ouais, vraiment. On pourra en parler aussi de ça. et que ces expériences-là, justement, servent en fait après, qu'on n'ait pas besoin de se trouver une très bonne excuse pour respecter son corps, quoi. Et que finalement, on puisse peut-être assumer. Accepter et assumer ces parties-là. Affirmer, peut-être que c'est le bon mot. Voilà, c'est la fin. Oui. On a toujours pas la même chose. chiller Un en vrai, verre, là. une tasse et... On peut chiller en On vrai. peut dire... Est-ce que ça va aller? On a l'accord de notre chef de son. À la santé Du cancer. Trop bien de chiller en vrai. C'est clair.